Ce lundi, c'est le 8 mars, mesdames et messieurs. C'est la journée consacrée aux droits de la femme. Je profite donc de cette émission pour rendre hommage à toutes les femmes, les héroïnes du quotidien. Soyons focus sur nos droits et avec Landou Pambou Magloire, secrétaire interfédéral adjoint en charge de l'organisation et de l'administration de l'UNC Kinshasa, nous allons, comme à l'accoutumée, mesdames et messieurs, décortiquer les temps forts de l'actualité de cette semaine. Très heureuse d'être avec nous. Merci beaucoup. Membre de l'UNC, secrétaire interfédéral adjoint en charge de l'organisation et de l'administration, ça tombe bien, c'est les journées des droits de la femme ce lundi. Quelle est la place de la femme à l'UNC? Est-ce qu'il y a des femmes, puisqu'on se plaint que les femmes dans les partis politiques, je peux vous appeler Pambou, j'aime bien ce nom, voilà. Merci. Pambou, on se plaint que les femmes dans les partis politiques tiennent des rôles folkloriques en fait. Est-ce qu'à l'UNC, il y a des femmes qui sont dans les organes institutionnels de votre parti? Merci beaucoup madame pour l'invitation. Je vous en prie. Et je profite de votre micro pour rendre hommage à un de nos compatriotes qui vient de nous quitter ce matin, à la personne de Joski Kiambukuta. Ah oui, j'allais en parler tout à l'heure. Vous m'avez dévancé. Merci beaucoup. Je suis un grand fan de belle papa voix, Joski, une des très belles voix de la musique congolaise avec de grands titres. Et pour répondre à votre question, je dirais d'entrée de jeu que cette question-là, l'UNC ne fait plus l'objet de nos réunions ou de nos discussions parce que nous avons déjà survolé ou surmonté cette étape. Parce que l'UNC donne la place réellement à la femme. La preuve, nous avons deux membres au sein du gouvernement qui sont de femmes. Parmi les 8 membres que nous avons, nous faisons un effort, de respecter les 30% que nous pouvons avoir jusque-là institutionnels dans nos listes que nous déposons, dans ce que nous faisons sur tout ce qui concerne l'institution. La femme dans un parti politique n'est pas un sujet folklorique ou un sujet de fait folklorique, ça je doute fort parce que des leaders aujourd'hui ne savent pas évoluer dans tout ce qu'ils font sans l'apport de la femme. Chaque leader, en tout cas de ce que je connais, les grands noms que nous connaissons de la politique congolaise, ils n'évoluent pas sans la femme. Donc c'est aussi à la femme de s'élever, de se former davantage parce que nous allons dire ici, nous propulsons la femme. Mais c'est pas un cadeau. Elle doit aussi être à niveau pour réclamer ce qui lui est dû. Mais en passant, je rends hommage à ma mère. Je rends hommage à ma mère ainsi qu'à ma femme. Donc je ne peux pas terminer cette question du 8 mars. Évidemment, c'est toutes les femmes. Pour moi, les femmes sont vraiment des héroïnes quotidiennes. Vous avez parlé des leaders. Quand on voit l'UNC, évidemment, on voit Vital Kamerhe, AKVK. Merci. Toujours en prison. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a eu un petit couac dernièrement. On a remis en question la cour d'appel, là où il est jugé. Qu'est-ce qui s'est passé, vous qui êtes dans les secrets des dieux? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé... les juristes nous ont parlé de la survenance de la cause. Donc, en termes clairs, on a la Cour de cassation a demandé à la Cour d'appel de surseoir et d'attendre sa décision si ça sera toujours cette Cour-là d'appel de la Gombe qui va continuer à juger ou ça sera une autre Cour. Bon, il y a certains éléments qui ont fait l'objet d'une suspicion et puis à la fin on a décidé de faire cette requête-là parce que nous pensons, vous voyez quand même que depuis cette histoire a commencé, lui-même le président Vital a dit la brutalité à laquelle il a fait l'objet, la brutalité procédurale, la brutalité judiciaire, tout était brutal, tout était vite, tout était à la vaille que vaille. Et pourtant, c'était un grand procès de sommes aussi faramineuses comme ça. Ça devait prendre le temps de faire des enquêtes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? On a condamné une personne, mais après, les enquêtes sont en train de dévoiler petit à petit que ça ne valait pas la peine, cette condamnation. Du coup, on s'est dit que cette cour n'a pas bien fait son travail en amont. Pas beaucoup dans l'angle politique, parce que Vita, c'est une bête politique, moi j'ose le dire. Va-t-il rebondir? Parce que 20 ans, si on appuie sur le bouton pour dire il restera 20 ans, donc il a déjà 62 ans, Vital sortirait, il aurait 82 ans. Va-t-il rebondir?
Ou la question claire que tout le monde se pose, ici nous sommes à Congo Web Télévision, nous ne tournons pas autour du pot. Est-ce que Vital Kamerhe est-il le prisonnier personnel du 05? Parce que beaucoup de gens se disent, ça devient carrément politique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui sortent, il y a beaucoup de gens qui sont dédouanés et tout ça, mais pourquoi pour VK, on dirait une sorte d'acharnement? Votre question est très pertinente. Nous allons dire ceci. Déjà, parler de 20 ans, que Kamerhe va rester 20 ans en prison, c'est faux. Ça, je vous garantis aujourd'hui, enregistrer ces images, c'est faux, je l'ai dit, je le répète. Pourquoi? Parce qu'il est innocent. Et puis deux, il croit lui-même à la justice divine. Un innocent est toujours établi dans ses droits quand Dieu est avec lui. Et ce que vous avez vu avec les messes d'action de grâce sur sa personne, vous avez vu récemment, on a organisé les messes d'action de grâce à travers toute la République. Les gens ont prié pour cet homme. Ça veut dire que Dieu ne l'a pas laissé, Dieu ne l'a pas lâché. Deuxième élément, le jour de son anniversaire qui était récemment ici, le 4 mars, ça a brûlé, c'était un élément, un jour pratiquement de troubles partout. Et ça a fêté partout, ça a brûlé de partout. Goma, Kasai, Kivu, Walungu et tout. Les gens réclamaient sa libération sans que quelqu'un n'ait donné le mot d'ordre. Vital Kamerhe ne restera jamais 20 ans en prison. Vital Kamerhe est prisonnier personnel du 05 à la personne du président Félix Tshisekedi. Je ne sais pas répondre à cette question là tout de suite. Pourquoi? Parce que nous pensons que c'est un procès politique, mais il y a beaucoup de pesanteurs autour de la personne de Vital Kamerhe. Vous vous souvenez avec moi, quand vous entendez Shadari et Tunda, Maître Tunda, dire que nous sommes ceux-là qui avons fait exécuter ces procès de 100 jours. Vous attendez de l'autre côté le CG de l'UDPS dire qu'il est innocent. Ça se tiraille entre les deux camps. Bon, on ne sait pas. Qui est le commanditaire réel de ces procès de la honte? Parce que c'est un procès de la honte. Tenez, madame. On nous parle d'un contrat. Touchons même le nœud du problème. On nous parle d'un contrat de Samibo. Ok, Samibo, un contrat pour 57 millions. Un contrat signé d'abord, Vital Kamerhe n'était pas au pouvoir, opposant en 2018, qui a eu un autre soubassement qui est l'AVENA. L'AVENA qui est signé par une autre personne qui est Justin Bitakwira, et Kamerhe venu avec le chef de l'État ne font que ramasser les projets qui souffraient d'exécution pour formuler les 100 jours. En fait, en soi, les 100 jours, c'est ça. Il y avait déjà des projets laissés par Kabila, et on a fait que prendre ces projets au nom de la continuité de l'État pour les faire exécuter avec la volonté politique qui caractérisait le cash, bien évidemment. Et Vital Kamerhe est là et ne fait que répercuter l'instruction du chef de l'État pour dire que ces projets, nous les trouvons bons. Pour les militaires, n'oubliez pas que seul Mobutu a créé le camp de militaires ici, dans ce pays. Seul Mobutu. D'autres présidents, en tout cas, non. Ni Mouzé, ni Joseph Kabila n'ont créé le camp dans ce pays. C'est-à-dire que Fachi était l'homme qu'il fallait pour le militaire. Parce qu'avec Fachi, on allait avoir minimum 1500 maisons plus 3000, ça faisait 4500 maisons. Il y avait des camps. Vous voyez comment les gens vivent ici, à côté, au camp de Fungula. Donc nous avons un sérieux problème avec cette question. Il fallait trouver une solution. Merci beaucoup. Et le cash est venu pour trouver la solution. Preuve, on nous dit que Kamerhe, on nous met Kamerhe devant le barreau, on ne sait pas. Qui a commandité cela? Est-ce le FCC? Est-ce l'UDPS? Nous sommes persuadés que le chef de l'État suit dorénavant cette histoire de près, parce qu'avant on disait que c'était le FCC n'est plus là. Nous pensons que l'innocent Kamerhe sera rétabli dans ses droits et sera libéré incessamment pour répondre à sa vie politique. Nous commençons par le social. Mesdames et messieurs, vous le savez, le lot des vaccins est arrivé en République démocratique du Congo et cela a soulevé beaucoup d'interrogations parce que les gens se disent, moi je vous lis souvent, mes téléspectateurs, mes followers, dans les réseaux sociaux, je vous lis beaucoup vos interrogations. Beaucoup se disent que, par exemple,
exemple, on va en parler tout à l'heure, qu'aux États-Unis, il y a bien des organismes qui contrôlent, comme le drug aux États-Unis, qui contrôlent les produits avant consommation, en Europe aussi. Est-ce qu'ici, y a-t-il eu une institution qui a contrôlé ces vaccins pour qu'on nous puisse nous vacciner, permettez la tautologie? Et beaucoup de gens disent qu'avant que la population puisse avoir ce vaccin, il faut que les autorités puissent se faire vacciner comme ça se voit ailleurs. Est-ce que les autorités de l'UNC feront ce pas-là pour inciter leur base à se faire vacciner? Nous allons en parler tout à l'heure. Et évidemment, par rapport aux Wewa, les motos, on veut leur identification, mais ça pose toujours problème parce qu'eux se disent qu'il y a trop de taxes au même moment. Est-ce que c'est vraiment important? Pambou va nous en dire un peu plus tout à l'heure. Premier dossier, mesdames et messieurs. Dans la ville de Kinshasa, c'est tout le monde qui s'interroge si les motocyclistes seront identifiés ou non. Avec l'accord de son excellent monsieur le gouverneur, bientôt tous les motocyclistes vont être identifiés. Dans les rues de la capitale congolaise, Congo Web est allé à la rencontre des motocyclistes communément appelés Wewa. Ces derniers ont donné de la voix sur le lancement bientôt de l'opération de leur identification. À l'unanimité, ces motocyclistes ont adhéré à la démarche de l'autorité urbaine Gentini Ngobila. Normalement, makamunango babimisa mikanda wana po baida biso ba motocycliste eza malamu eza pe bien pona mboka kota mongo na pona mboka eza bien na décision na bazu to koboya teta ki biso ba montar toza ko exploiter gouvernement congolais tozo yiba l'état mbongo ebele jour et nuit. C'est tout à fait normal que non tozo pe mbongo oyo ya biso tozo sala na part na biso to kota ngo pe na kesi ya l'état congolais eza malamu parce qu'il faut tozo la identifier quand même biso pe. Ces motocyclistes souhaitent tout de même avoir une circulation libre à travers la ville après s'être identifiés. Est-ce que na Gombe kuna bakolinga biso tokota Gombe po ezaka toso bilo na biso komio toboyi bokota Gombe wana omona ba problème de côté bima yango wana tanga en nord de nyonso c'est na banda kota côté nyonso mtima ngeli tokosomba po tozala en ordre tokota partout. Notons par ailleurs que c'est la société coréenne HF Holding SA qui va procéder à la dite opération, ce après avoir finalisé quelques préalables. C'est une délégation sud-coréenne et elle est disposée à nous accompagner dans cette opération. C'est comme ça que nous avons pris contact avec monsieur le gouverneur. Et il a accepté, mais il y a encore des préalables que nous devons remplir pour finaliser cette opération. La RDC a réceptionné son premier lot de 1,7 million d'unités de vaccins contre la Covid-19. Certains Quinois saluent l'arrivée de ces doses de vaccins. En fait, c'est une bonne chose d'abord, parce qu'en fait, la maladie existe. Et la maladie, elle est aussi mondiale, disons, planétaire. C'est toutes les personnes qui sont malades. Mais déjà, il y a depuis 3 mois que d'autres pays du monde sont déjà en train de vacciner leur population. C'est une bonne chose que l'État congolais puisse nous donner cette opportunité-là que de pouvoir être vacciné. Tous les vaccins, même tuberculose, ça va vaccin. Toku faratin, tozo bika ponango. Ce que ezali nango, ezaki malade yango ezabongo. Faut tozo ba vaccin, pour tozo malam. Eza mabete. Na monika bien. Pour le vaccin, ngala la ko bangate. Dans la confiance à Bao et Basala Kamisala, je suis sûr qu'il y a un vaccin à Malamu et pour sauver Batonios. Par contre, les autres doutent encore et estiment que ces vaccins seraient utilisés pour d'autres fins. Tout le monde va vacciner pour nango. Siko toyebi te ba vacciner wana soko zu yango malade wana yoko mapembe na ote po tolingi toyeba musu bazu ba vacciner mais bazo continuer ko bela malade wana ezani. Na sepel nango te po nazo mona eloko nango te po nangai. L'État puisse prendre vraiment son temps pour sensibiliser la population parce qu'il y a de dire sur le vaccin. Selon le ministre de la Santé publique Eteni Longondo, la vaccination ne concernera que les personnes volontaires et se déroulera dans les installations hospitalières. Les élèves ne sont pas concernés. Une carte sera octroyée gratuitement après l'acte. Pambou. 1,7 million d'unités déjà arrivées en République démocratique du Congo sur une population d'à peu près 80 millions sur toute l'étendue de la République et plus ou moins, parce qu'on n'a pas les chiffres exacts, plus ou moins 10 millions, arrondissons comme ça, 10 à 15 millions à Kinshasa. Insuffisant quand même. Hein?
D'abord, je note un aspect positif sur cette sensibilisation, c'est le côté volontaire. Okay? Cette action, elle est volontaire. C'est-à-dire, le gouvernement ne va pas imposer aux gens de se faire vacciner. Ça, c'est d'abord un point positif. Et moi, je vous attaque, vous, personnellement. Vous allez vous faire vacciner? Je ne pense pas que ça sera une attaque. Je pense pas que ça soit une attaque. C'est une bonne question. Personnellement. Parce que moi, personnellement, Paulette Kimuntu, je me ferai pas vacciner. Non. Si le président ne se fait pas vacciner. Et vous allez vous faire vacciner? Même si le président le faisait. Moi, je le ferai si je vois mon président le faire. Comme même si moi, mon président Fachi le faisait, personnellement, je ne vais pas le faire. Je ne trouve pas d'importance. C'est pourquoi c'est volontaire. Pourquoi vous ne trouvez pas? Expliquez un peu. J'ai peut-être mes propres raisons. Mais non, mais expliquez. C'est pas un secret. Non, des effets secondaires du vaccin ou quoi? Où vous avez il y a beaucoup de questions. Beaucoup de choses se disent. Hein, donc, ça provoque l'infertilité, ça fait ceci, ça fait ceci. Il y a quand même beaucoup de questions. Il y a quand même beaucoup de questions qui n'ont pas encore eu de réponse, qui vont faire l'objet d'une grande sensibilisation de la part du ministère de la Santé, notamment sur les effets secondaires, notamment sur le checking de ces vaccins. Oui, puisqu'on ne sait pas. Par rapport à l'expertise congolaise. C'est-à-dire, est-ce que les institutions, les organes congolais, les institutions congolaises en matière de la santé, vaccination et tout, ont certifié cela, on travaille sur ça, les pharmaciens congolais et tout ça là, ce sont des choses que si on implique un plus grand nombre de gens, ça va donner la confiance pour se faire vacciner. Mais aussi, il y a une autre chose, à peine l'ensemble de cas de la République démocratique du Congo, à peine nous atteignons 30 000 cas de Covid, et ce, depuis le début. Ça fait une année que cette histoire a commencé. Mais vous avez suivi 30 000 cas. Mais ces mamans ont dit on se vaccine contre la tuberculose, la polio, d'autres maladies, pourquoi pas contre le Covid? Mais seulement ce ne sont pas de virus. D'autres ne sont pas de virus. Il n'y a pas de vaccin de VIH. À ce que je sache, ce ne sont pas de virus. Le virus, la manière dont un virus se répand, ce n'est pas la même manière qu'une maladie peut se répandre. Okay? Donc, le taux de atteints de cette histoire de Covid est très faible par rapport à la population. Si on prend 30 000 divisé sur 30 millions de Congolais, on ne sait pas, on n'a même pas 1% de Congolais qui sont atteints. Donc, du coup, c'est pas une urgence dans notre pays parce que, au-delà de tout, nous faisons un effort déjà dans cette ville de Kinshasa et partout ailleurs dans les provinces de se protéger avec nos masques. Je me promène avec nos masques. Il n'y a pas de lieu où on entre sans masque. Donc il y a vraiment, en tout cas, une nette amélioration de la propagation de ces virus. Donc le vaccin n'est pas une priorité. Je ne dis pas que c'est pas important, mais je dis seulement c'est pas une priorité. Le côté lucratif, beaucoup se disent que l'État congolais a reçu quelque chose pour avoir ces vaccins. Beaucoup disent que c'est encore expérimental, même si sous d'autres cieux ça se fait. Mais beaucoup disent, en tout cas, beaucoup sont encore dans l'expectative, disent c'est encore expérimental. Pourquoi on a choisi la RDC? Pourquoi, par exemple, d'autres pays n'ont pas encore reçu en Afrique? Et pourquoi seulement nous? Il y a 3 à 4 pays à peine en Afrique qui ont pu avoir... effectivement, vous voyez, toutes ces interrogations nous encouragent pas à aller se faire vacciner. C'est pourquoi j'ai demandé au ministre de la Santé, bien que sortant, de laisser un plan de sensibilisation. Et même le gouverneur, chaque gouverneur de province, d'avoir un plan de sensibilisation sur cette histoire pour élaguer un peu des questions de fond. Ces questions d'ombre, là. Questions d'ombre, comme ce genre de questions, pour que chacun de nous soit à l'aise de se dire volontaire d'aller se faire vacciner. L'identification de nos motocyclistes, bonne chose selon vous, parce que ils se comportent n'importe comment, les gens ne savent pas les identifier, il n'y a pas de plaque et tout ça, donc bonne chose, hein, une bonne initiative. Très bonne chose, c'est mettre l'État, c'est remettre même le droit, remettre même de l'ordre. C'est même ça l'État de droit. On ne peut pas conduire sans plaque d'immatriculation, sans être identifié et tout. Donc du coup, on ne connaît pas tous ces gens-là. Et c'est un problème. Et vous vous souvenez avec moi, il y a quelques années, ici, l'ancien gouverneur Kimbout avait suspendu le moto pour 20 h jusqu'à 5 h du matin. C'était à cause des enlèvements. Et donc du coup, on ne savait pas identifier ces gens. Qu'est-ce qui a changé après? Rien. Après, il y a toujours ce même problème. Il roule ici sans plaque. Il y a un autre casque. Il y a un autre problème, c'est cette histoire de sens unique. C'est devenu normal, ça ne choque plus quelqu'un, c'est grave. Monsieur le gouverneur, levez-vous.
Monsieur le gouverneur de la ville, instruisez le service de la police pour que le code de la route soit respecté. Même par les motocyclistes. Hein. Même par les motocyclistes. C'est bien d'arrêter le roulage. Je salue l'opération du général Kassongo qui a arrêté les roulages qui font la honte de la tenue nationale qu'il porte. Mais aussi, il y a un problème avec nous, les conducteurs. Tant de voitures que de motos. Regardez les embouteillages à Kinshasa. On se plaît ici tous. Mais ce sont des petits problèmes. Des problèmes de courtoisie, de comportement. C'est-à-dire, c'est comme si, comme le dit mon président, c'est comme si on s'est attendu de ne jamais s'entendre dans ces pays. Donc même la route en est le reflet. Quand vous zoomez dans les immeubles qui sont ici en ville, au boulevard, vous zoomez ce qui se passe en bas. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme en politique, donc exactement. Mais la question qui me chiffonne, pour faire cette identification, faut-il une société coréenne? Moi, je me pose la question, il n'y a aucune société congolaise ici qui peut identifier les Wewa. Toutes nos petites choses-là doivent être faites par l'étranger? Non. Je ne comprends pas très bien. Je ne pense pas. Sommes-nous aussi faibles que ça? Même pour l'identification, il faut une société coréenne qui vienne le faire? Déjà, pour répondre à cette question, je ne sais pas où est-ce que cet appel d'offres a été lancé. Ça, c'est une autre question. Ce qui se passe dans les provinces, c'est grave. Il n'y a pas d'appel d'offres. Il n'y a rien, en fait. Il n'y a pas d'ouverture. L'appel d'offres appelle à l'ouverture pour que tout le monde, se sentant capable de soumissionner à ce marché-là, vienne le faire. Mais ça, c'est pas passé. Je doute fort. En tout cas, je consulte le site qui publie les appels d'offres chaque jour. Je doute fort qu'il y ait eu appel d'offres sur cette affaire. C'est un marché de gré à gré, probablement, c'est un marché de gré à gré, ok, ou un PPP. On peut dire un PPP, privé, partenariat public-privé. Mais je doute fort que ça soit aussi le cas. Aussi, parce que même ça... ne veut plus donner aux Congolais des marchés à cause de 100 jours, hein, peut-être. Hein, c'est des retombées. Ce qui est sûr, c'est que... On n'a plus confiance aux Congolais vu ce qui s'est passé avec le procès de 100 jours. Les Congolais ont bien rempli leur part. Les sociétés congolaises qui nous construisent sur des moutons et tout ont bien rempli leur part. Et puis après, les sociétés congolaises, c'est quoi? Ce sont les sociétés, pas seulement d'un Congolais, mais les sociétés des droits congolais qui sont enregistrées ici. Parce qu'ils vont payer de la même manière si c'était un Congolais qui a ouvert une entreprise. Ils vont payer les impôts, les taxes de la même manière. Ils payent tous de la même manière. Le droit congolais, c'est ce qu'on appelle société congolaise. On n'a pas besoin que ça soit une tête congolaise forcément pour que ça soit une société congolaise. Mais par contre, la société coréenne ici, elle est non seulement coréenne, mais pas aussi installée en République démocratique du Congo. Donc, le 100 jours n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé sur cette histoire de plaque de matriculation, d'identification de motards. Mais il faut que le chef de l'État tape dessus. Il faut encourager l'entrepreneuriat congolais. Il faut encourager l'économie locale parce que sans donner les marchés aux entreprises ici locales, sans faire des appels d'offres pour permettre aux jeunes, pour permettre à tout le monde d'avoir accès au moins à concourir pour ces marchés-là, nous sommes en train de créer beaucoup plus une zone économique non contrôlée, c'est-à-dire une zone économique libérale, c'est-à-dire le cabinet et tout, et nous créons beaucoup plus de politiciens. Les jeunes veulent à tout prix devenir politiques parce que sur le champ économique, c'est sombre, ils n'ont pas de place, il n'y a pas d'ouverture. Il faut que le chef de l'État tape dessus et il faut payer les entreprises. Il ne faut pas que quelqu'un gagne marché, ça devient une dette publique, une dette intérieure qui va prendre 20 ans, madame, 20 ans. Je suis passé au cabinet du budget, on a des dettes intérieures qui font 30 ans, 35 ans, la personne n'a jamais été payée. Comment est-ce que vous pouvez encourager une économie dans ces conditions? Merci Pambou, merci d'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier aussi, vous avez dit que nous devons nous réapproprier notre propre économie, c'est une bonne chose. Et je suis passé tout à l'heure sous Willery, j'ai vu un supermarché Mabélé, on a dit que là-dedans, on vend exclusivement des produits 80% des produits 80% congolais. Des produits congolais. Ouais. Allez-y faire un tour, je crois que c'est une bonne idée, nous devons nous soutenir parce que il y a trop de supermarchés, permettez, étrangers, entre guillemets, même si c'est sur le sol congolais, mais il y a trop de supermarchés étrangers. Donc, donnons la chance vraiment aux fils du pays, aux filles de notre pays qui se donnent la peine de chercher et de transformer le peu qu'on a pour que nous puissions consommer. Nous allons maintenant aller à la Senco. Vous avez suivi les dernières déclarations de la Senco qui a fait effet boule de neige. Il y a eu une réaction
de l'ancienne équipe de la communication de la présidence et une réaction encore toujours de la communication de la présidence où on a démenti le premier communiqué. Donc il y a eu un désordre vraiment très ordonné et je crois que le président a sanctionné, vous le savez. Il y a maintenant une nouvelle équipe de communication à la présidence de la République. Je crois que le président a entendu nos doléances par rapport à cette ancienne équipe de communication et nous espérons que cette fois-ci les choses se feront mieux parce que c'est l'image de la première institution du pays qui était vraiment mise en jeu. Deuxième élément, mesdames et messieurs. Au président de la République, en sa qualité de garant de la nation, de veiller toujours davantage à garantir la cohésion nationale et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national, de tenir compte du profil éthique des membres du prochain gouvernement et des gestionnaires des entreprises publiques, de garantir la moralité dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de veiller à la formation d'un gouvernement efficace. Au gouvernement, de prendre en compte les cris de la population qui coupent dans la misère, de s'atteler à combien de fossés créés entre la majorité de la population et une minorité qui a concentré entre ses mains et confisquer les richesses du pays. Inscrire parmi les priorités les réformes électorales et celles de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI en vue d'améliorer la gouvernance électorale et de consolider la démocratie. De tout mettre en œuvre pour gagner le pari de l'organisation des élections crédibles, transparentes et apaisées en 2023 et pas plus tard. De régulariser la situation des enseignants, notamment les nouvelles unités et les non payés, afin de consolider et pérenniser la gratuité de l'enseignement de base. Au Parlement, de consacrer en priorité à la session de mars les lois sur les réformes électorales et sur l'organisation de la CENI, afin de garantir la tenue des élections dans le respect du délai constitutionnel 2023 et d'éviter tout prétexte pour un glissement quelconque, de se préoccuper de voter des lois qui concourent à l'amélioration des conditions de vie de la population. La sortie médiatique des prélats catholiques du lundi 1er mars a suscité des mécontentements, notamment à la présidence de la République. S'agissant de la question de l'organisation des élections apaisées et transparentes en 2023 par le futur gouvernement, la présidence de la République a rappelé aux évêques catholiques de la Conférence épiscopale nationale du Congo que cette question est du domaine exclusif de la Commission électorale nationale indépendante. De ces faits, elle pense que la SENCO ne peut pas se mêler dans une affaire qui ne relève pas de sa compétence. L'émission de la Conférence épiscopale nationale du Congo dans ce processus est simplement ahurissante, voire provocante pour des pères spirituels muets pour les besoins de la cause en politique engagée au détriment de leurs brebis livrées à eux-mêmes, a-t-elle souligné. Selon la cellule de communication de la présidence de la République, en soulevant les débats sur la tenue des élections en 2023, l'intérêt soutenu par les prélats catholiques traduit un engagement excessif qui les place paradoxalement loin de leur sacerdoce et des lieux de culte. Elle fait savoir par ailleurs que des discours aux senteurs politiques et des accointances avec des officines obscures, tout ça est digne d'un activisme insurrectionnel et cerise sur les gâteaux, attestant ainsi des attitudes partisanes contraires à leur statut social. Le service des communications du président de la République laisse entendre en outre que la sortie médiatique de la SENCO apparaît comme un coup de pied gratuit dans une fourmilière sans savoir ce qui en résulterait exactement. Pam. Oui, madame. La SENCO a parlé pour la énième fois et ça a suscité
tollé de réaction, surtout à la présidence de la République. Est-ce que la SENCO n'en fait-il pas un peu trop aussi? Non, pas du tout. Depuis que nous sommes au pouvoir, nous cache. Je pense que c'est pas la deuxième communication de la CENI. Faire de trop en quoi? De la SENCO plutôt. La SENCO est une structure qui accompagne toujours l'État et qui nous rappelle de nos obligations, de nos devoirs. Et je ne pense pas que ça soit un problème si la SENCO rappelle que les élections doivent... Qui d'ailleurs a rappelé d'autres choses aussi. Mais on s'est focalisé sur la SENCO les élections... a parlé de social du Congolais, la SENCO a parlé de l'insécurité qui bat son plein à l'est de la République, la SENCO a parlé de tant d'autres choses. Je ne sais pas pourquoi est-ce que nous, qui hier avions mouillé le maillot, étions face à la mort, face aux balles crépitées par la police et consorts, nous étions mis à la place publique pour marcher, pour contester ce qui s'est passé, pour demander ces élections. Et aujourd'hui, on nous demande de faire la même chose d'une manière d'ailleurs pacifique et une très bonne manière. La SENCO a utilisé les mots qu'il fallait. Mais comment expliquer ce communiqué? Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça... Il y a eu un contre-communiqué, il y a eu un communiqué. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça fait un problème. Mais après... Et c'est grave. Yamba est passé pour recadrer les choses. Et c'est grave. Mais comment expliquer? Y a-t-il des électrons libres où y avait-il le président Vital Kamerhe, Monsieur l'Innocent, que nous appelons affectueusement Monsieur l'Innocent en ce moment, le pacificateur, l'a dit au cours du procès, qu'il y a des électrons libres à la présidence. Comment on peut se permettre de publier un communiqué au nom du chef de l'État sans que ces derniers n'en soient informés? On a dit que cela n'engageait pas la présidence. Hein, c'est quoi ça comme théâtre? C'est du mangobo, ça. À l'institution, la plus haute institution de la République. Et le président Vital l'a si bien dit qu'il y avait trop d'électrons libres. Mais à l'époque, on accusait Vital ou son équipe de communication, parce qu'il y avait deux ailes, il n'y a pas fallait la face, on connaissait la vérité. Il y avait l'aile communication UNC, l'aile communication UDPS. On accusait l'aile UNC de dévoiler des communiqués, tout ça, tout ce qui fuitait, voilà, c'est le mot, qui fuitait dans le net, c'était l'UNC de Vital Kamerhe. On a vu le nom du Premier ministre fuitait déjà, l'ordonnance avait déjà fuité bien avant que ça soit lu. On a vu le discours de 6 minutes arriver déjà dans les réseaux sociaux avant que le chef de l'État n'ait lu ça. Ok? Le président Vital était en prison. La personne constituée de l'UNC, c'est Madame Lydie Omanga qui a déjà été nommée à la RPTC comme vice-présidente depuis des mois. Il n'était pas là. Ce qu'il faut dire, c'est que nos amis ne sont pas professionnels. Et je vais le demander. Qu'en science, quand on apprend, on se met à la disposition de l'apprentissage. Et la science n'a pas d'âge. L'apprentissage aussi n'a pas d'âge. Il faut apprendre. Mais vous comprenez aujourd'hui que le président ait changé son équipe de communication? Mais il a totalement raison. Et d'ailleurs, le président est gentil. Dans d'autres cieux, ce sont des gens qui doivent d'abord être incarcérés à Makala pour quelque temps. Comment vous pouvez engager une haute institution comme président de la République sans que celui-ci ne sache de quoi est-ce que vous publiez en son nom? Mais quelle audace! Mais quelle audace, ça! L'UDPS doit se remettre en question. Il faut qu'à un moment donné, cesser de voir le mal chez les autres. Ok, que c'est l'UNC, que c'est lui-ci, que c'est lui-là. Nous avons beaucoup d'estime envers ces partis qui a lutté, mais aussi les membres qui sont là doivent, le président Kabound, à qui j'appelle ici, j'en appelle à la rigueur, pour que les membres de l'UDP se conforment quand même aux obligations de l'État, parce que nous assistons aujourd'hui même à la campagne électorale gouvernementale. Je ne comprends pas cette histoire. Nous avons des affiches pour la santé, il faut un tel. Pour tel secteur, il faut un tel. Unique à nos amis. La politique congolaise est dynamique. Non, ça, ce n'est même pas le dynamisme. Ces histoires donnent même des chapitres pour de nouvelles leçons. Le FCC cache pas, le FCC cache n'existe plus. Il y a chambardement dans beaucoup de choses. Et je sais qu'aujourd'hui, y aura-t-il encore un membre de l'UNC dans l'équipe communicationnelle du chef de l'État? Parce que le cache existe. Le FCC cache n'existe plus, mais le cache existe. Il y aura probablement aussi des membres de l'UNC dans le chef de l'État, à tout moment, on l'a vu, il a réitéré son engagement de l'accord de Nairobi. Cet accord-là aussi. Qu'est-ce que ça stipulait, cet accord, en fait? Il a réitéré, l'accord est public. Je peux vous l'envoyer pour lui. Il a réitéré qu'il ne va pas
touché à ses engagements de Nairobi. C'est pourquoi nous croyons que ce n'est pas lui qui est à la base de l'arrestation injuste du président Vital Kamerhe. Nous croyons et nous implorons, nous appelons à sa magistrature suprême d'avoir un œil sur ce procès, parce qu'un allié ne peut pas subir cette injustice, ces humiliations qu'ont subi Vital Kamerhe sans que lui, magistrat suprême, n'ait intervenu pour dire stop à ces histoires, parce que c'est un procès qui a fait la honte, c'est un scandale judiciaire. Notre pays a perdu beaucoup de plumes sur l'autonomie de son appareil judiciaire avec le procès de Vital Kamerhe. Voilà, nous allons parler de l'accord cadre d'Addis Abeba. On a célébré, je crois, si je ne me trompe pas, 10 ans déjà de cet accord. 8 ans, je crois. 8 ans, oui, 8 ans, bon, ça nage dans ça. Ouais. Et nous allons parler encore de la MONUSCO, puisque la MONUSCO, ça fait depuis 1999, si je ne me trompe pas, que la MONUSCO est ici, même âge que ma deuxième fille. Incroyable, plus de 20 ans que la MONUSCO est ici. Il nous a accompagnés dans tout le processus électoral. Je ne sais pas si en 2023, ce sera encore la MONUSCO qui va donner son appui logistique. Voilà, donc nous allons en parler tout à l'heure. Je profite de cette occasion pour remercier tous les intervenants qui se sont succédés sur cette tribune pour la qualité et la pertinence de leur intervention. Implication de FARDC dans la restauration de la paix dans l'Est et la coopération sécuritaire dans la région des Grands Lacs, c'est notamment l'une des thématiques abordées lors de la journée de clôture de l'atelier de réflexion organisé par le mécanisme de suivi dans le cadre de la commémoration du 8e anniversaire de l'accord cadre d'Addis Abeba. Pendant 2 jours, l'occasion a été pour le participant à ces assises de faire la mise en question sur les acquis de l'alternance et mener des réflexions profondes avec toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba dans l'objectif d'innover et d'impulser une mise en œuvre davantage cohérente afin de mieux coordonner la vision du chef de l'État. D'après le docteur Claude Ibalanki et Colomba, toutes les recommandations émises par les intervenants au cours de ces travaux seront présentées au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Vous avez produit des recommandations pertinentes qui viennent s'ajouter à l'édifice de la paix aux côtés du programme de pacification et de stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo et de la région. Le mécanisme national de suivi restera ouvert pour recevoir toutes vos propositions relatives à l'amélioration de la mise en œuvre de l'accord cadre conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ces recommandations ne seront pas classées dans un tiroir, elles seront présentées à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour être prises en compte dans les plans d'action du mécanisme national de suivi et dans les programmes du prochain gouvernement, l'Union sacrée, qui verra très bientôt les jours. Ces travaux, en marge du 8e anniversaire de la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba, avaient porté sur les thèmes paix et stabilité régionale dans la vision post-alternance. Oui. MONUSCO est là pour appuyer les efforts de l'autorité nationale. Et donc, ensemble, nous devons arriver à faire en sorte que la zone à l'est du Congo soit en paix et soit stabilisée. C'est un effort conjoint de partenariat et c'est de cette manière que nous arriverons à faire en sorte que la population se sente rassurée. On parlait des priorités de la mission de la MONUSCO, celle qui est conférée par le Conseil de sécurité, qui très clairement, justement, fait référence à la question précédente, qui est celle de la protection des civils. Et ça, c'est la première priorité. La deuxième priorité, c'est celle qui consiste au renforcement des institutions et à l'accompagnement de la stabilisation dans la zone de l'Est. Et dans le contexte d'un partenariat, et encore une fois, j'insiste, d'un leadership de l'autorité nationale. Et comme vous le savez, son Excellence le Président de la République a très clairement indiqué dans sa vision que la stabilisation à l'est du Congo est sa priorité et nous voulons appuyer dans cette direction.
Pam, nous avons vu hein, le 8e accord cadre, 8 ans déjà, 8e année, mais une conseillère du chef de l'État a sollicité qu'on puisse revoir un peu cet accord. Madame Bestine Kazadi en a parlé. Pour vous, cet accord porte-t-il de fruits 8 ans après? Non. La réponse, elle est claire, elle est palpable même. Les résultats sont là, les résultats sont palpables. Nous avons, je salue d'ailleurs la proposition de la conseillère Madame Bestine Kazadi, c'est qu'il faudrait faire revoir un peu ces accords, il faudrait faire une évaluation de ces accords. Nous évoluons avec ces accords, mais 20 ans après, aucune évaluation, mais c'est grave. 8 ans après. Bon, ça c'est 8 ans, c'est l'accord. 20 ans avec la MONUSCO. Oui. 8 ans avec l'accord cadre d'Addis Abeba. 8 ans aussi, c'est beaucoup. Sans évaluation, c'est beaucoup quand même. Il faudrait une évaluation à mi-parcours, une évaluation. On stoppe tout. On se dit qu'est-ce que la RDC a gagné en signant l'accord cadre d'Addis Abeba. Et nous demandons au chef de l'État, puisqu'il est aujourd'hui président de l'Union africaine, nous demandons des marteler un peu sur tous ces accords qu'a signé, de paix qu'a signé la République démocratique. Est-ce que la République... avec ses voisins qui ne cessent aujourd'hui de torpiller nos frontières, de torpiller nos terres. Parce que récemment ici, le rapport de l'ONU a parlé de la présence de l'armée rwandaise en 2020. Mais si nos propres autorités n'en mettent pas l'accent, ne tapent pas du poing sur la table, le rapport des Nations Unies dit qu'il y a des troupes rwandaises ici, mais l'autorité fait sourde oreille. Alors... quoi faire? C'est pour ça qu'on se pose la question. Est-ce que le Congo n'était pas le maillon faible de la chaîne en Afrique centrale? Puisque tout le monde se permet de tout piétiner, de ne pas respecter les accords. Nos frontières sont violées matin, midi et soir. Et nous ne réagissons presque pas. En ce moment... même d'une façon officielle, même d'une façon diplomatique, on ne sent pas la réaction de en ce moment, ce n'est pas l'heure de... Parce que ce que vous dites appelle à une sanction des autorités, appelle à une sanction du peuple auprès des autorités. Mais ce n'est pas le moment. Nous ne pouvons que pousser le chef de l'État à agir. La diplomatie agissante dont il voulait depuis le début de son mandat, nous nous souvenons de nombreux voyages qu'il a eu à effectuer à travers la planète, et nous lui demandons de mettre aussi l'aspect sur le côté militaire. Il ne faudrait pas que nous donnons l'impression d'être ceux-là qui acceptent tout. Aucun parent, aucun papa tel que lui, papa de la nation aujourd'hui, ne peut accepter que nous ayons plus de 3000 personnes massacrées depuis fin 2019, massacrées, égorgées et tout. Nous avons aujourd'hui 6,2 millions de personnes qui sont déplacées depuis peu de temps, en moins de 5 ans. Nous avons 6,9 millions de personnes qui sont en sous-alimentation, qui ne mangent pas bien, famine. Mais les partisans du président disent que lui, c'est pas sa faute, lui n'a fait qu'hériter d'une situation qui a pourri pendant 18 ans. D'ailleurs, Vital Kamerhe est parmi aussi ceux qui étaient avec Kabila au tout début. Donc, lui aussi porte un tout petit peu la responsabilité de cet échec. Donc, il ne faut pas tout mettre sur la tête du président qui n'a fait que 2 ans. Non, nous n'allons pas, ce n'est pas un raisonnement, responsable. Mais c'est ce que les gens disent. Il faut parler à cette population. Moi, je ne fais que rapporter ce que les gens disent. Les chefs d'État, en venant, ils savaient à quoi est-ce qu'il allait c'est buté, ok? Il savait les problèmes de la République démocratique du Congo. Vous en êtes sûr? Parce que lui-même a dit que maintenant au pouvoir, il se rend compte qu'il y a beaucoup de paramètres. Ce qu'il savait en tant qu'opposant n'est pas la même chose aujourd'hui que les chefs de l'État. On ne va pas dire que les chefs de l'État ne savaient pas qu'il y avait la guerre à l'Est. Il avait bien évidemment un plan. On ne peut pas venir demander à la population d'occuper la magistrature suprême sans pour autant avoir de plan. Et je sais que le chef de l'État a un plan. Tout ce que je demande, c'est d'agir. Parler du bilan, ok? Le président Kabila, c'est faux de dire que le président Kabila n'a que des passifs dans son bilan. Il a aussi des actifs. Et c'est ça même la continuité de l'État. Là où il a échoué, il faut qu'une autre personne vienne arranger cela, ok? C'est pourquoi il y a des programmes de campagne. C'est pour proposer mieux que l'autre. Okay? C'est pourquoi il y a des campagnes, il y a des débats. Et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
a un plan. Et je lui demande juste de mettre en action ces plans. Parler de 18 ans de Kabila, il n'est plus là. Kabila, c'est le passé aujourd'hui. Nous sommes au présent et nous avons besoin de solutions au présent. Et c'est lui auprès de qui nous allons demander ces solutions. Au présent, s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dire qu'il est loin ou de près ou de tout ce qui se passe, non, c'est faux. C'est lui qui dirige les pays aujourd'hui. Il a le pouvoir. S'il faut faire la mutation des généraux, s'il faut bouger les troupes, s'il faut, la seule personne habilitée, le commandant en chef. Le commandant en chef, c'est le président Tshisekedi. Donc c'est encourageant de sa part de nous démontrer qu'il peut agir, que nous ne sommes pas le maillon faible de la chaîne, comme vous l'avez dit. Ça va encourager la population et il va voir que la population va s'approprier cette guerre et elle va se prendre en charge, ne va pas rester muette face aux exactions. L'Est de la République, c'est vrai que ça fait quelques semaines que l'ambassadeur italien a trouvé la mort chez nous. Ça a suscité des réactions même à l'extérieur. Beaucoup disent que la MONUSCO, ça sert à quoi? Parce que on ne comprend pas. Pour ou contre le maintien de cette mission onusienne chez nous? Parce que l'Est de la République est devenu vraiment... c'est compliqué, l'Est de la République. Comme vous avez entendu Madame Bintou Keïta, à qui je présente mes civilités, ainsi que je souhaite la bienvenue à nos terres, parce qu'elle est ici pour 4-5 ans pour un mandat, probablement. Elle dit que la MONUSCO ne fait qu'appuyer. C'est que l'État, l'autorité en place, entame comme action. Est-ce que nous avons fait assez pour que la MONUSCO nous appuie? Je pense que le bilan est largement négatif de la MONUSCO. Mais est-ce que nous-mêmes, nous avons fait quelque chose de consistant pour stopper ces massacres? À tout moment, quand il y a massacre, nous sommes témoins qu'il n'y a même pas de communiqué de condoléances. Il s'est suivi ici du mois de décembre, au mois de janvier, fin janvier, c'était chaque jour qu'il y avait au moins 4, 5, 10 morts, égorgés et tout. Il n'y a rien. L'autorité en place est muette, insensible. Ok? Déjà, s'il n'y a pas le simple communiqué qu'on peut rédiger de la part de l'autorité en place, à combien plus forte raison des actions sur terrain? C'est-à-dire que nous-mêmes ne sommes pas conscients. Nous avons suivi par rapport à la situation à l'Est de la République. J'y reviens parce que c'est un chanteur que j'estime beaucoup, un chanteur engagé. Alech l'a dit, les questionnements, le Kijé qu'avait promis le chef de l'État. Bon, on a dit qu'il y a déjà un Kijé avancé qui est déjà là. Le chef a promis d'aller s'installer personnellement à l'Est quelque temps. Mais les gens se posent maintenant des questions. Ça fait 2 ans, même la presse étrangère en a parlé. Pourquoi le chef ne parvient-il pas à agir par rapport à ses promesses, comme vous le dites? C'est le verbe que vous employez. Pourquoi le chef n'agit pas pour mettre en place ce qu'il a promis? Parce que c'est une interrogation tout à fait normale, parce qu'il a promis ça lors de sa campagne, comme vous l'avez dit. Je pense que avant la fin de son mandat, il va le faire. Je pourrais revenir ici avant la fin de son mandat, on va constater. Mais je pense qu'il a encore 2 ans et demi pour le faire. Je sais aussi que l'UNC est bien implanté dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je pourrais même me permettre de dire que c'est un peu le bastion de Vital Kamerhe, bien qu'il est apprécié partout dans la République démocratique du Congo, qu'on veuille ou pas, un politique a toujours une base arrière, un bastion. Alors, est-ce que le chef de l'État a-t-il perdu cette partie de la République, ce bastion de l'UNC, par rapport à ce qui se passe avec Vital Kamerhe? Puisque beaucoup se disent, vu les images que nous avons vues à Goma, est-ce que le chef a encore, je ne sais pas... un mot à dire. Voilà, est-ce qu'il est aimé, est-ce qu'il est encore aimé, apprécié à l'Est de la République? Parce que j'ai vraiment vu les images, c'était assez chaud ce jour-là à Goma. Beaucoup ne parlent plus très bien. Nous, on dit ce que l'on voit du chef de l'État. Ses promesses ne sont pas respectées. Il y a même un musicien, un chanteur de l'Est qui est en prison par rapport à une chanson à peu près comparable à celle d'Alech tout à l'heure. Est-ce que l'Est est-il encore en symbiose avec le 05? Je pense que la chanson... Je profite de votre micro pour rendre hommage à ce chanteur qui est aujourd'hui incarcéré au bureau cachot de l'ANR. Non, on a dit que c'est fermé. Les bureaux de l'ANR sont fermés, non? Le cachot de l'ANR, c'est là où il est, jusque-là. Je ne pense pas que ça soit une bonne image de la démocratie congolaise. J'appelle
le chef de l'État de mettre fin à cette histoire qui entache inutilement son mandat, parce que nous allons maintenant commencer à compter des prisonniers ou des gens qui sont incarcérés sous ces mandats pour une opinion politique. On se souvient de Maman Tchalamouana ici, qui était avec la chanson, je crois, Ingratitude, qui a fait 2 jours, je crois, à l'ANR quelque part ici. Ce n'est pas bien. Et ce n'est pas au président, ce n'est pas sous le président Félix Tshisekedi qu'on pouvait vivre ces genres de choses. Je vous demande, Monsieur le Président, à travers le micro de Madame Paulette Kimuntu, d'ordonner la libération immédiate et sans condition de compatriote qui a chanté, qui d'ailleurs est allé dans le sens de la chanson de Alech. Mais lui, il est allé vers les affirmations, mais Alech est resté sur les interrogations, les conditionnels. Alech a été un peu... Il a vite compris. Il a vite compris. Mais nous souhaitons qu'il soit libéré et vite. Si le président a encore un mot à dire, de toute façon, il est le président de la République, il a un mot à dire partout, mais je ne pense pas qu'il a perdu l'Est jusque-là. Et tout se joue aussi, bien évidemment, au temps qu'il nous reste pour la fin de ces mandats. 2 ans. Mais la population de l'Est reste encore attachée à cet accord de Nairobi. Bien, je vous dis la vérité. Je vous demande de lire cet accord. C'est pourquoi j'attendrai vraiment la version officielle, parce qu'avec les accords de notre pays, il y a toujours des accords modifiés, tout ça. J'attendrai disponible, je vous envoie ça. De M. Landou Pambou Magloire, cet accord de Nairobi, in extenso. Je vous le publierai sur ma page La Lyon Info. Soyez vraiment patients. Le cash en province, c'est pas comme ici à Kinshasa. Le cash en province, c'est une réalité. Je suis arrivé à Goma, je suis arrivé à Idjui, et tout, à Bukavu et consorts. C'est vraiment les cas, les gens sont unis, ils agissent ensemble. C'est-à-dire que, puisque ça n'a pas encore été rompu, de ce côté-là, et que le mariage entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi n'a pas encore été rompu non plus, nous pensons que le président de la République a encore son électorat de l'Est, parce que c'est vraiment là où il a fait grand nombre de voix. C'est en 2023, c'est ça la question. Il a fait un score exceptionnel. Les élections sont en 2023. Il a fait un score exceptionnel au Kasaï. Aura-t-il le même score en 2023? Il a fait un score exceptionnel au Kasaï, mais le taux de participation et le taux des enrôlés était faible. Notamment avec le Kamwina Sampou, il y a eu beaucoup de déplacés. Le taux était très faible par rapport à l'Est. Il a fait un très bon score. Je crois qu'il a raflé 70% et 68% de l'Est de la République. Donc c'était quelque chose de votant. C'était vraiment quelque chose de très bien. Et je lui demande ici encore de penser à toutes les promesses qu'il a fait aux gens de l'Est. Que ce soit les promesses en tant que Félix Tshisekedi avec son frère Vital Kamerhe, que ce soit le promesses en tant que Félix Tshisekedi comme président de la République, parce que c'était quand même 2 personnes. Il a promis des choses. De frère à frère, et il a promis des choses de président à compatriote. Donc, toutes les promesses qu'il mette ça en œuvre, parce que la population de l'Est a toujours cette confiance-là qu'il lui a donnée, et nous pensons que lui, c'est de même. Je sais pourquoi, il a même parlé du Kije qui est déjà avancé, et je lui rappelle encore une fois que nous le soutenons dans ses actions, et nous voulons qu'il puisse réussir. Nous allons maintenant parler de la comparution de M. Kalev, qui était le numéro 1 des services de renseignement et de sécurité dans notre pays. Plusieurs plaintes, vous le savez, ont été déposées contre M. Kalev Mouton, dont l'accuse de traitement inhumain, dégradant et tout ça. Et nous allons aussi parler de l'eau. Comme vous le savez, l'eau est très important. Et vous le savez qu'à Kinshasa, ici, d'ailleurs, dans la capitale, on a un sérieux problème d'eau. Si déjà dans la capitale, nous avons excusez-moi, un sérieux problème d'eau, on se pose la question dans les milieux ruraux, comment vivent nos compatriotes du Congo profond? Eh bien, le ministre Guy Mikoulou, ministre ayant en charge un peu cet espace rural dans notre pays, a voulu en tout cas apporter sa pierre de contribution pour alléger un peu la souffrance de cette population en signant ou en ayant déjà des accords avec des sociétés pour avoir des usines de traitement d'eau dans le Congo profond. Plus de détails. L'ancien administrateur de l'Agence nationale de renseignement est dans les collimateurs de la justice congolaise. Jeudi dernier, à travers un mandat de comparution, Kalev Mouton est appelé à se présenter mardi 9 mars 2021
au parquet général près la cour d'appel de la Gombe pour se faire entendre suite à plusieurs plaintes déposées contre lui. Signalons que cette convocation de l'ex-chef de l'ANER par la justice n'est pas une première. Elle fait suite à celle du 18 février 2021 qui faisait savoir à Kalev Mouton qu'il était attendu au palais de la justice par l'avocat général de la même juridiction. En effet, l'Agence nationale de renseignement a été régulièrement accusée par les organisations de défense des droits de l'homme et par certaines personnalités politiques de répressions actives contre les opposants du régime Kabila. Tous dénoncent des détentions arbitraires, des traitements dégradants et inhumains, mais aussi des manipulations de la justice à des fins politiques. Notons qu'à cause de ces accusations, l'ancien administrateur du renseignement congolais fait l'objet des sanctions américaines. Spécialisés dans le secteur de l'eau, les investisseurs belges et camerounais, conduits par le patron de la société Sotrad Water, Jean-Charles de Milder, ont échangé avec le ministre du Développement rural Guy Mikolo. Leurs discussions ont tourné autour du projet de la mise en exécution de l'alimentation en eau potable dans les milieux ruraux de la RDC, dont l'examen de faisabilité est déjà avancé. Un grand atout. Voilà, donc ça c'est une unité villageoise qui peut servir un minimum, je veux dire, ça dépend, un minimum d'habitants. Vous pouvez dire que c'est 200, 250, 300, peu importe, mais un minimum. Et ça peut aller jusqu'à des villages de 2000 habitants, disons. Dans les réalités de terrain, avec le grand atout, c'est qu'on s'est amené l'eau le plus près possible du centre du village. Voilà, c'est vraiment l'unité rurale qui marche très bien. Je peux vous dire que nous sommes dans un grand programme aussi d'installation de ces unités en Côte d'Ivoire. Plus de 300 villages sont déjà équipés et on est dans la phase d'en équiper 1000 complémentaires maintenant aussi avec le ministère de l'Hydraulique qui a pu voir que nos installations depuis quelques années sont tout à fait fonctionnelles et remplissent bien leur devoir d'aide ou soutien de développement économique des zones rurales. Parce que les mamans, les enfants ne doivent plus aller chercher l'eau. Il s'y est de noter que sur les 26 provinces que compte la RDC, 21 ont été sélectionnées pour la première phase de ce projet. Landou Pambou Magloire, Kalev, doit être entendu ce 9 mars, juste après la Journée internationale des droits de la femme. Mais je vous pose cette question. Est-ce que le service de renseignement n'est-il pas un service sous la coupe de la présidence de la République? Est-ce que cela dépend-il de la présidence de la République ou du ministère de la Justice ou de l'Intérieur? De l'Intérieur. De l'Intérieur. Donc, le numéro 1 de l'ANER travaille sous ordre du ministre de l'Intérieur. Normalement. Normalement. Ouais. Donc, tout ce que faisait Kalev, il le faisait sous l'approbation du ministre de l'Intérieur de l'époque. Il ne faut pas non plus oublier que c'est une agence qui a une autonomie administrative et financière. Okay. Donc, elle a un DG et un DGA. Donc, c'est une agence qui prend aussi elle-même ses décisions. C'est comme un peu la CENI, quoi. Elle a une autonomie. Elle a une autonomie. Elle n'agit pas forcément à tout moment que sous l'ordre de la hiérarchie. Ni du président de la République. Pas forcément. Puisque beaucoup disent puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passaient, peut-être que le chef de l'État n'était pas forcément au courant. C'est comme aujourd'hui aussi, il y a des choses peut-être, et on nous le dit d'ailleurs, que le président Fachi n'est pas au courant de tout ce qui se passe dans les services. Non, il ne peut pas être au courant de tout, des petits détails, des petites arrestations. Je ne pense pas qu'ils sont, en tant que président de la République, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe à l'ANR. Je ne pense pas. Mais il y a quand même des choses qui se sont passées qui sont horribles. Et je ne sais pas si on accuse la personne de M. Kalev ou l'institution. C'est ça maintenant le problème. Est-ce que M. Kalev est-il comme le président? Le président il est directeur général. Il était directeur général de l'ANR. On essaie de réfléchir ensemble. Le président est une institution en soi aussi. C'est le président de la République qui est une institution. Kalev n'est pas l'ANR. Kalev n'est pas l'ANR. Maintenant, on doit sanctionner qui? Les services ou la personne? C'est maintenant la justice de nous aider sur cette question. C'est maintenant la justice de nous aider, mais on peut aussi commettre des bavures tout en étant
DG, le numéro 1 d'une agence, ok. Donc, mais les faits qui lui sont reprochés, hein, je n'ai pas accès au dossier, je ne sais pas pourquoi. Donc, nous pensons que c'est beaucoup plus l'ANR. Hein, ce que j'attends de médias, je pense que c'est beaucoup plus l'ANR qui est mise en question, qui est mise en devant la justice. C'est vrai que dès que parce le président... Aujourd'hui aussi, ce qui se passe à l'ANR, le président de la République nous avait promis que les cachots de l'ANR... C'est la question que j'allais poser, mais quand vous me dites qu'il y a ce chanteur qui est fermé, mais Madame Chalamon a été dans les cachots de l'ANR... Madame Chalamon a été ici dans les cachots de l'ANR. Ici à Kinshasa, c'était dans les cachots de l'ANR. Les cachots ne sont pas fermés. Donc on se demande si dans les attributions de l'ANR, ils doivent avoir des cachots et tout. Et pourquoi est-ce que cette promesse du chef de l'État n'a pas encore été mise en œuvre, mise en musique. Mais aussi, il ne faut pas non plus oublier la sensibilité de cette agence. C'est quand même une agence sensible. Elle n'est pas comme n'importe quelle agence. Donc... c'est une politique tout entière d'un pays qui est touché avec l'ANR. L'ANR en Afrique, on sait comment fonctionnent les services de sécurité de renseignement en Afrique. On travaille beaucoup plus pour le régime, peut-être pas pour la République, mais c'est peut-être pour le régime. C'est un fait en Afrique, mais même dans le monde. Y aura-t-il, je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui, l'ANR est-il humanisé comme l'avait promis le chef de l'État? Je pense que c'est encore un processus. Je pense que c'est encore un processus. Je ne dirais pas que c'est humanisé complètement. Je pense que c'est encore un processus. Et nous pensons que le droit de l'homme primera sur ces questions de renseignement. Parce que c'est pas parce qu'on veut avoir des renseignements qu'il faut aller jusqu'à la torture de prévenus. Je ne sais pas comment on les appelle là-bas, s'ils sont des prévenus ou des arrêtés, ou je ne sais pas comment on va les appeler, parce que c'est pas la justice là-bas. Mais les services de sécurité partout dans le monde, on sait comment ça fonctionne. Il y a le côté clair, on connaît, mais il y a aussi les zones d'ombre effroyables dans le service de sécurité. Oui, c'est pourquoi c'est ailleurs, mais je n'ai jamais entendu des plaintes. C'est pourquoi c'est très sensible. C'est pourquoi c'est très sensible cette histoire de... C'est toujours pas un acharnement politique envers... Je ne sais pas, c'est la justice. On a porté plainte, ok. Que la justice nous aide un peu sur cette question, mais elle est une question très sensible. Mais c'est Monsieur Caleb aussi, sous son règne, il y a eu trop de débordements. Trop de débordements, il faut aussi le dire. En tout cas, on peut vouloir que l'État avance, mais nos frères... tels que M. Kalev nous ont fait beaucoup de mal. C'était devenu quasiment impossible. Nous étions en opposition. J'ai été ramassé aussi, moi, une fois, par ces services où on m'a jeté quelque part sans pour autant savoir ce que j'avais fait. C'était juste question, on était en train de sensibiliser, je crois, c'était sur la marche du... Il y a une démarche où il y a tellement de marches, on était en train de sensibiliser dans une terrasse de la place à Kinshasa, et on a été victime des arrestations arbitraires où on m'a fait déambuler la ville, on m'a jeté quelque part dans la ville, et on a été victime de beaucoup de choses. Je pense que ce sont des mauvais souvenirs. Je ne sais pas si ce sont des mythes, mais moi on entend beaucoup de choses pas très agréables. Mais pas très agréables. Mais on vous laisse nu, on vous viole. En tout cas, ce sont des choses horribles qu'il ne faut pas raconter à la télé. C'est un sujet très sensible. Les gens ont peut-être raison de vouloir porter plainte. Ah oui, les gens ont peut-être raison. Mais sortons un peu, comme j'ai une élite avec moi, la sanction du président français, l'ancien président français Nicolas Sarkozy, à 3 ans de prison ferme. C'est quand même le premier président français à être sanctionné. Quel est votre sentiment, votre appréciation? Un acharnement politique. Là aussi, c'est de l'acharnement politique. Parce que quand un homme politique dit déjà dans son interview après, il dit « Je ne veux pas dire que c'est un acharnement politique ». C'est ce qu'il veut insinuer. Parce que quand il parle de la cour même, de la chambre qui statue sur son cas, il y a des anciens collaborateurs de son successeur, notamment M. François Hollande. Il a dit ça, notamment la présidente même de la chambre. Et le régime a continué, allant dans le sens de Hollande. Il appelle à un acharnement politique. C'est parce que comme Veka, revenons chez nous, Veka aussi parle, beaucoup dit c'est de l'acharnement politique. Effectivement, ça l'est. C'est un... Comment je peux appeler ça, pas un suicide, mais un meurtre politique. Voilà, c'est un meurtre politique. On veut tuer Veka politiquement. Parce que madame, sur le fond, posons-nous quand même les questions et posons-nous les bonnes questions. On reproche quoi
Le détournement, être le cerveau moteur, peut-être pas le détournement physique, comme l'a dit un avocat que j'ai suivi pendant le procès, peut-être pas le détournement physique, mais le cerveau moteur, c'est lui qui pense. C'est-à-dire qu'ils veulent nous faire croire que Vital Kamerhe a détourné nos intelligences. C'est ça. Parce qu'on parle de détournement des deniers publics, de fonds, l'argent. Quel est cet argent qui sort ici sans traçabilité? C'est sorti de compte en compte, c'est sorti d'un compte trésor public allant vers le compte du prestataire Jamal. Bon sang. Et si Jamal vous dit que j'ai reçu cette somme en son entièreté et je suis en train d'exécuter, madame, c'est pour la première fois. Ça fait 10 ans pratiquement, je suis dans les marchés publics. C'est mon domaine de profession. Je suis expert en passation de marché. Ça fait 10 ans là, cette année, madame, je n'ai jamais vu qu'on arrête un prestataire pendant que le contrat est en cours. Vous lui reprochez quoi? On va attendre normalement qu'il termine. Si on voit qu'il n'a pas respecté sa part du contrat, on lui met. On fait d'ailleurs, madame, une mise en demeure. D'abord, c'est une mise en demeure. C'est-à-dire l'État devrait se sentir frustré, offensé, lésé. Aimer la mise en demeure, demande la mise en demeure à travers l'autorité de régulation des marchés publics de l'entreprise Samibo, par exemple. Et l'entreprise Samibo nous dit, ah, ok, si je n'ai pas encore livré à temps voulu, les marchandises, c'est peut-être dû au transport, ok, d'acheminement de maisons. C'est peut-être dû au Covid. Ok, les transports, ça ne bougeait plus. C'est peut-être dû à beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on devait passer par la mise en demeure. On fait un audit de l'État. L'État dit, ok, monsieur, vous avez reconnu que vous avez perçu l'argent, notre argent. Ok, nous vous auditons. Les gens parlent de surfacturation, je ne sais pas moi. Je ne sais pas qui a audité. Quel est le rapport certifié des experts qui dit que ces maisons qui devraient coûter, selon Jamal, 35 000 $, en soi, devraient coûter 5 000 $ jusqu'ici à Kinshasa. Et les frais de montage, parce que ce ne sont pas des travaux, ce sont les installations. Préfabriquées. On est en train de faire de montage. Prenons le dossier. C'est-à-dire c'est un faux dossier. D'abord, les ministres signant le contrat, jamais inquiétés. La chaîne des dépenses a été respectée, madame. Il y a eu beaucoup de dossiers sur instruction du chef de l'État, répercutés par son directeur de cabinet, qui ont traîné chez le ministre Yav, qui n'ont jamais été payés. Je prends j'ai été témoin de la Fédération congolaise de lutte. Ils sont allés au championnat d'Afrique en 2019. Ils n'ont jamais reçu. Le directeur de cabinet a fait répercuter l'instruction du chef de l'État. Cette fédération, aujourd'hui, madame, menez vos enquêtes, n'a jamais reçu cette somme. Pourquoi ça a été payé? Pourquoi est-ce que ceux qui ont payé, ceux qui ont exécuté la chaîne de la dépense, n'ont jamais été inquiétés? Et quand déjà le procès s'arrête, quand déjà le fournisseur dit que j'ai reçu l'argent et je suis en train d'exécuter, qu'est-ce que l'État congolais gagne en bloquant les comptes de Jamal, qui était en train d'exécuter en bonne et due forme son contrat, et les maisons sont en train de pourrir, tandis que nos militaires, les policiers sont dans cet état de Kalufon, là, ici à côté, les policiers sont dans cet état de Kankokolo, Kanlouano. Prenons le dossier Ousmane. Le chef de l'État qui prend en main, voit l'évolution des travaux de Samibo, dit c'est bon, je suis très content de ces maisons, je préfère qu'on passe d'ailleurs la deuxième commande. On donne à Ousmane le marché qui est toujours de M. Jamal. On lui paye 3%, 2 400 et quelques mille dollars sur 57 millions. La différence c'était quoi? C'est que avec le contrat signé par le gouvernement Tchibala, nous avons eu 1500 maisons à 57 millions. Mais avec le contrat signé par cash, c'est-à-dire la facture pro forma, c'était 57 millions pour 3000 maisons. Mais le taux d'exécution, madame, c'est arrivé à 30%. Monsieur Jamal, c'est pourquoi vous avez entendu au cours du procès, il a dit, mais c'est vous qui me devez l'argent. Parce que vous avez payé. Mais j'ai exécuté plus. J'ai exécuté, vous avez payé 2%, 3%, j'ai exécuté 30%. Laissez-moi aller travailler. Nous avons parlé de l'eau, de la problématique de l'eau en République démocratique du Congo. Nous avons un bassin hydrographique immensément fourni et d'ailleurs les autres pays africains veulent que nous leur donnions notre eau, que nous partagions parce qu'il y en a des trop en RDC, mais nous n'avons pas de l'eau dans nos robinets et au Congo profond, il n'y en a même pas. Vous voyez comment les femmes à Goma avec des bidons partout, les gens cherchent de l'eau.
le paradoxe congolais. Comment expliquez-vous cela? J'encouragerais le chef d'État à prendre l'élan qu'il a pris dans le cadre du programme de 100 jours. Le programme de 100 jours a donné de l'eau pour la première fois au Congo. Le programme de 100 jours a tout fait pour que l'eau arrive à l'Unikin. Je crois aujourd'hui ça sort. Aussi pas, en tout cas les matos sont déjà là, prêts pour que l'eau coule à l'Unikin. Le programme de 100 jours a donné de l'eau au camp Kabila. Le programme de 100 jours a donné de l'eau dans beaucoup de camps ici. Okay? Je demande de continuer avec cet élan. Beaucoup parlent d'ailleurs de l'échec de ce programme. Madame, dans ces pays, on réfléchit par procuration, la plupart des gens. C'est-à-dire que si vous lui posez la question, où est-ce que ce programme a échoué, il ne sait pas vous dire. Oui, c'est un programme. Il y avait beaucoup de paliers. Hein, beaucoup de paliers qui était un succès. Parce qu'avec 290 millions, le chef d'État a résolu beaucoup de problèmes, madame. La com du chef n'avait pas fait son boulot. Vous pouvez voir la route Bokassa. Vous pouvez voir université. Madame, nous avons commencé à payer avec le programme de 100 jours 135 000 enseignants, 761 en NP, non payés, avec ce programme de 100 jours. Nous avons achevé 132 écoles, achevées, qui étaient en construction avec Matata, qui n'avaient pas connu d'avancée avec le deux gouvernements Chibala et Sami Vadibanga. Ça a été achevé. Nous avons construit des centres de santé. Nous avons beaucoup de choses. Et, entre autres, nous avons lancé le truc de l'Embayimbo de la régie des eaux, dont les travaux continuent pour que la population soit desservie de l'eau potable. Nous avons lancé ici, à l'Ozone, à la régie des eaux. Vous avez vu, le chef d'État est descendu sur place. Je lui demande de continuer avec cet élan. Car... Mais les 100 jours sont finis, donc les 100 jours devaient... Les 100 jours sont finis, mais l'élan doit continuer. L'élan doit continuer parce que cette pénurie d'eau potable... Incroyable. Est injustifiable. Et, monsieur le chef de l'État, qu'on ne vous amène pas dans la distraction. Le temps n'est pas notre allié. Vous voyez, aujourd'hui, la situation est catastrophique sur le plan de l'eau qu'avant. C'est pour ça que le ministre Guy Mikolo a voulu quand même donner un peu... je félicite le ministre Guy Mikolo. Je félicite le ministre Guy Mikolo et je pense que son successeur va continuer avec ses projets. Il ne faut pas que le successeur qui vient commence à redemander des commissions et consorts. Nous savons comment ça se passe. Nous en avons marre. On doit grandir un peu. Okay? On doit grandir. À un moment donné, on doit se dire que la vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie. On doit grandir. Donc, sur la commission, ça là, il y a un contrat. Continuer parce que c'est un très bon contrat. Si ce contrat est matérialisé, au moins le milieu rural aura de l'eau potable au lieu de vivre aujourd'hui jusqu'au 21e siècle, 2021, Kinshasa vit des puits. Grâce Ngiki, salut à toi avec tes bidons dans la commune de C'est grave, c'est grave, c'est extrêmement grave. La vie ne vaut rien, chers compatriotes. Prochain ministre du gouvernement Sama Lukonde, s'il vous plaît, mettez un peu de côté ces histoires de commission à part. La vie, nous allons passer. Où sont tous les tout-puissants que Kabila nous avait créés ici? Ils sont où? Aujourd'hui, ils se cherchent, madame, sans citer les noms, qu'on se souvienne un peu de tous ces grands noms-là. Ils sont où aujourd'hui? Si pas faire des courbettes aujourd'hui à alimenter pour réintégrer encore le gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas d'estime en soi. C'est-à-dire qu'il faut, ces changements de la classe politique, monsieur le chef de l'État, viendra le premier coup, c'est déjà avec ce gouvernement que nous espérons... Au Sénat, et à l'Assemblée nationale, on a un peu... C'est pas le renouvellement de la classe politique. C'est pas ce qu'on attendait. Nous allons terminer par le social. Et évidemment, nous avons perdu un grand pharmacien, vous le savez, celui du Manacovid. Non, Maladiar, pardon. Bon, il avait fait aussi Manacovid, si je ne me trompe pas. Et évidemment, l'arrivée de bus Transco encore. Donc, notre lot qui est arrivé pour soulager tant soit peu. Voilà un autre aspect du programme 100 jours, de Transco d'ailleurs. Nous allons terminer par ça. Désormais, les comptes est bon. 110 bus Volvo de la société Transco sur les 440 qui avaient été commandés par le gouvernement congolais sont arrivés dimanche 28 février au port de Boma.
Un procès verbal de leur réception a été lu et signé par les membres de la commission ad hoc. La commission réceptionne les 10 lots sous réserve que des constats techniques, pannes éventuels et défauts de fabrication pourraient être constatés par Transco, soit à charge du titulaire du marché. La procédure de mise en route des autobus se fera dans les installations des Transco à Kinshasa, en fait de vérifier la conformité de la commande aux spécifications techniques contractuelles pour l'entrée en force de la garantie commerciale. Au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, son envoyé spécial s'est dit honoré de recevoir ces bus. Nous avons l'honneur de réceptionner ce dimanche 28 février 2021 les 110 bus restants sur la totalité des 440 nouveaux bus commandés. Tout ceci entre dans la vision démontrée du président de la République, chef de l'État, je cite, le peuple d'abord. Nous exhortons le personnel de la Transco ainsi que la population de faire usage de ces bus avec un sens de responsabilité citoyen. Pour rappel, les 110 bus viennent s'ajouter sur les 330 déjà en circulation à Kinshasa. Très connu ces derniers mois grâce à son produit Manacovid qui a montré ses preuves dans la lutte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo, s'est éteint à l'âge de 78 ans. Les docteurs Flaubert Batangu Pessa, géniteur des Manalaria, mais également du Manadiar. Les pharmaciens congolais, Flaubert Batangu fut diplômé en pharmacie de l'université de Kinshasa en 1971. Il a une maîtrise en sciences pharmaceutiques. Fondateur et promoteur du centre de recherche pharmaceutique de Luozi depuis 1980, il demeure à la tête d'une équipe de chercheurs pharmaciens. En novembre 2020, Batangu voit son produit Manacovid mis au point, mais aussi salué par les ministères de la Santé. Il avait mené ses expériences à Kinshasa dans 3 sites indépendants. Le produit qui n'a pas été homologué par l'Organisation mondiale de la santé a été mis sur les marchés. Rappelons par ailleurs que le pharmacien inventeur de Manacovid, Flaubert Batangu, est décédé cette nuit à Kinshasa dans un hôpital de la capitale où il a été interné depuis environ 2 semaines, souffrant d'un cancer de pancréas. Nous sommes en train d'atterrir tout doucement avec 2 nouvelles, bonnes et mauvaises. L'Andopambio Magloire, la mort du pharmacien Batangu. Est-ce que vous le connaissez personnellement et tout ça? J'ai suivi cette conférence au cours des années 2016-2017 et je regrette profondément, j'ai d'ailleurs tweeté là-dessus, je regrette profondément sa mort. Et c'est venu vraiment à un moment où nous avons beaucoup plus besoin de la médecine interne pour avec le Manacovid, parce que les gens disent qu'on a déjà la Manacovid en fait. Pour pallier un peu à ces problèmes de coronavirus. Voilà. Et c'est parmi les têtes pensantes, les têtes scientifiques qui nous donnaient des pistes de solutions en termes de traitement curatif. Parce que ce n'était pas préventif. Voilà, avec Manadiar, déjà, c'était un succès. Manadiar, aujourd'hui, si vous prenez, moi, c'est parmi mes produits préférés en cas de besoin. Donc, notre papa qui nous a quittés, je présente mes profondes condoléances à sa famille. Et à la famille scientifique. Et à la famille pharmaceutique ainsi que scientifique. L'arrivée Bus Transco, bravo à Fatih, parce que voilà, aujourd'hui, le social, il a compris que ça ne va vraiment pas du côté transport, et voilà, les commandes arrivent. Nous ne pensions jamais que le président négligeait le côté social. Il tient toujours à cœur ses côtés sociaux, mais nous souhaitons que prochainement, que nous voyons public les appels d'offres de ces histoires de bus et tout. On ne sait pas pourquoi ces bus Volvo, pourquoi pas Mercedes, pourquoi pas d'autres marques, pourquoi seulement ça, et ça répond à quelle norme par rapport à nous, ça s'est passé comment, on ne sait pas, et son exécution est venue après le programme de 100 jours, est venue avec le gouvernement Ilokamba, probablement vous allez trouver dedans des histoires de commission, certainement, parce qu'on ne peut pas évoluer dans ces pays, on dirait, sans ce genre de choses, mais nous souhaitons que prochainement, qu'il y ait des appels d'offres publics, que les entreprises d'ici gagnent les marchés, aillent acheter et puis venir livrer. Okay? On ne doit pas seulement limiter nos entreprises à livrer de papier.
des stylos dans des cabinets ministériels et tout. Non, c'est grave quand même. On doit atteindre ces nombres de 100 bus comme ça. Un Congolais, une entreprise congolaise de sur place gagne, va et vient livrer. Ça sera vraiment une très bonne chose. Nous sommes vraiment à la fin, mais nous allons... question de curiosité, le gouvernement, probablement d'ici cette semaine, on aura le nouveau gouvernement. Retrouverons-nous encore certains ministres de l'UNC, de l'ancien gouvernement, où on va tout chambouler? Ou vous voulez, vous, qu'on chamboule tout, qu'on prenne des nouvelles têtes? Ou les vôtres ont-ils mérité de se retrouver une fois de plus? C'est une question très pertinente, mais aussi à la discrétion du chef. Du parti et du chef. Ça, je demande votre appréciation. Et du chef de l'État. Vous voulez des nouvelles têtes au sein de votre parti ou ailleurs? Pourquoi pas? Des nouvelles têtes, ça fait pas mal. C'est quoi? C'est-à-dire que nous sommes détenteurs d'une vision. La seule vision prônée par le chef de l'État. Et surtout nous, au niveau de cash. Quelle est cette vision? Le cash prône bien évidemment d'abord l'état de droit. La restauration de l'autorité de l'État, le social avec une économie efficace et efficiente du terrain de Congolais, ok. Et il y a beaucoup de lignes comme ça. Je pense que on nous a fait signe que le temps nous fait défaut, mais non pas du tout. Nous avons notre vision prônée par le cash, mais seulement nous sommes en train de vouloir que ça soit la vision de tout le monde, de l'union sacrée, que ça soit la vision de tout le monde, parce qu'avec l'union sacrée, nous avons fait un peu beaucoup de méli-mélo. Ok, aujourd'hui, intellectuellement parlant, je dois me réserver de dire que nous sommes partis pour la même vision. Mais j'ose croire que c'est toujours la même vision pour laquelle nous avons battu campagne en 2018, nous au niveau du cash. Mais si on doit avoir une nouvelle tête au sein de notre parti, c'est pas une mauvaise chose. C'est une équipe. On vous remplace. Au Vandipenam na bande de touche, mais si on va maintenir, il y a des ministres qui ont fait du bon boulot. S'ils seront maintenus, bonne chance à eux. Et nous pensons que nous présentons de bonnes chances à tout le monde, à tous les candidats, à ces postes, au poste ministériel. Et nous pensons qu'une fois au gouvernement, chers compatriotes, vous allez travailler pour l'intérêt de la nation. Merci beaucoup Landou Pambou Magloire, secrétaire interfédéral adjoint en charge de l'organisation et l'administration à l'UNC Kinshasa. Merci d'être passé à la barre. Merci et en tout cas, les femmes, ce lundi, en temps de pause, réfléchissons sur nos droits, c'est très important. Nous avons les mêmes valeurs, nous avons en tout cas les mêmes droits que les hommes, parce que nous sommes tous des hommes avec grand H. Nous avons les mêmes facultés intellectuelles. Les femmes, osez, lancez-vous, mettez-vous des défis, allez au-delà de vos propres limites. Le limite, ce n'est que le ciel. Vous êtes capable de tout faire, vous êtes capable, nous sommes capables de tout entreprendre. Tout ça commence par la tête. Chères femmes, les héroïnes du quotidien, merci à vous et prenez rendez-vous avec nous la semaine prochaine pour une autre émission, Inch'Allah.